Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau code électoral controversé vient d'être adopté par l'Assemblée nationale au Sénégal. Cette modification du code électoral est saluée par la majorité, mais décriée par l'opposition qui dénonce un recul démocratique. Karim Keïta, toujours recherché par Interpol, le fils de l'ancien président malien, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice malienne qui souhaite l'entendre sur la disparition en 2016 du journaliste Birama Touré. Et le Cameroun s'engage vers un renforcement de l'offre sanitaire. 6,4 milliards de francs CFA ont été octroyés à l'État camerounais à titre de prêt par le Fonds cohésien pour le développement économique arabe. Controversé mais approuvé au Sénégal, le nouveau code électoral a été adopté le 12 juillet par l'Assemblée nationale malgré le mécontentement de l'opposition qui dénonce un recul démocratique. Ce texte est l'aboutissement du dialogue politique lancé en 2019 par le président Macky Sall en vue de la préparation des élections locales prévues pour janvier 2022. Cette modification doit être promulguée avant le 23 juillet. Un sujet de Samantha Saberou-Saboubanka. Un nouveau code électoral a été voté le 12 juillet 2021 par les députés sénégalais. C'est à l'issue de 2 ans de concertation et 128 réunions que la modification du code électoral a été adoptée par l'Assemblée nationale, l'aboutissement d'un dialogue politique lancé par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, en 2019. Si la majorité des députés se félicite d'avancées majeures, l'opposition dénonce un recul démocratique. En fait, la situation est la suivante. Vous avez une opposition qui, par des mois, ça même entame un report sur l'élection municipale, des locales. L'opposition, donc les partis au pouvoir, ont discuté et ils sont entendus sur un certain nombre de points. Et des points extrêmement importants et qui, de mon point de vue, ont fait avancer la démocratie sénégalaise. L'opposition a annoncé qu'elle comptait saisir le Conseil constitutionnel pour solliciter un recours en annulation de ce nouveau code adopté. Au cœur de la polémique, 2 articles notamment qui rendent inéligibles les personnes ayant fait l'objet de condamnation au préalable. Une mesure censée écarter des potentiels adversaires du président Macky Sall, à savoir Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État, et Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, ancien détenu. Que l'opposition a voulu apporter des changements, des modifications. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que c'est des points qui existaient déjà et que l'opposition voudrait enlever. Et ils disent maintenant que ces 2 points sont en recul démocratique. Mais de qui se moque-t-on? Voici une opposition qui en 1992, parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient dans l'opposition en 1992, s'étaient réunis avec le Parti socialiste, avec le président Kipambaye. Ils avaient discuté ensemble, ils ont sorti un code électoral de consensus, un code électoral qui a amené les élections sans aucune contestation jusqu'à la dernière élection présidentielle. Et les 2 mesures qu'ils contestent aujourd'hui étaient présentes. Donc, la contester aujourd'hui, ces mesures-là, veut dire que donc à l'époque, le PDS aurait dû la contester. Mais si elle l'a validée, ce qui est valable en 92 ne l'est pas valable aujourd'hui. Pourquoi ce qui était une avancée démocratique en 1992 n'est plus une avancée démocratique et plutôt un recul démocratique en 2022? Ce nouveau code électoral doit en tout cas être promulgué avant le 23 juillet 2021, 6 mois avant les élections locales, pour être dans les délais prévus par la CEDEAO. Karim Keïta, fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, est dans le viseur de la justice malienne. Depuis le 5 juillet 2021, un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre alors qu'il vit actuellement en exil en Côte d'Ivoire. La justice malienne souhaite l'entendre sur la disparition du journaliste Birama Touré qui n'a pas donné signe de vie depuis 2016. Plus de détails avec Samantha Saberou-Saboubanka. Présumé impliqué dans la disparition mystérieuse du journaliste Birame Touré le 29 janvier 2016, la justice malienne a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien député malien Karim Keïta. Les juges veulent entendre le fils de l'ancien président du Mali, Karim Keïta, dans le cadre de l'instruction en cours sur la disparition de Birame Touré. Au lendemain du coup d'État contre son père, Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août 2020, Karim Keïta s'est exilé en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, le juge d'instruction du tribunal de la commune 4 de Bamako a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Mais à l'heure actuelle, on ne parle pas des charges qui sont retenues contre lui, même si l'on sait qu'il s'agit de la disparition d'un confrère, d'un journaliste, en l'occurrence Birama
Birama Touré. Les mêmes questions de savoir est-ce qu'il est mort, il n'est pas mort. Ce qui est sûr, il a disparu. Pour les avocats de mise en cause, ces accusations sont purement d'ordre politique. Karim Keïta demeure innocent selon eux et assure être en rien lié à la disparition du dit journaliste. L'un des avocats déplore par ailleurs ne pas avoir eu accès au dossier malgré l'émission d'un mandat d'arrêt international contre son client. Quelle peut être l'influence véritable de ce dossier sur la vie sociopolitique du Mali? Je pense que à cette phase donc de l'instruction où on parque sur les soupçons, je pense que ce dossier n'a pas une influence directe sur la vie sociopolitique du Mali. Sauf si, bien sûr, Karim Keïta décide, je dis bien par exemple, de se porter candidat pour une élection législative, par exemple, parce que c'est un député sortant, ou alors pour l'élection présidentielle en ce moment, bien sûr, eh bien, ça peut avoir une influence sur la vie socio-politique, surtout en termes de positionnement, d'abord au sein de son parti, pour être oui ou non candidat de son parti, et par rapport à l'ensemble de la classe politique, bien sûr, ça peut avoir des influences en ce sens que c'est un dossier qui peut être utilisé par ses adversaires politiques. Il y a 5 ans, la famille du journaliste Birame Touré avait déposé plainte en France, jugeant la justice malienne de l'époque peu apte à enquêter sur un tel dossier impliquant le fils du président de la République alors en exercice, sur la décision d'extrader ou non Karim Keïta vers le Mali afin qu'il puisse répondre aux questions du juge d'instruction. Le gouvernement ivoirien a indiqué début juillet qu'aucune décision n'avait encore été prise. Également dans l'actualité, il recouvre la liberté après 4 mois de détention sans avoir été jugé. 6 militants congolais des droits de l'homme accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État congolais ont été placés en liberté provisoire ce mercredi 14 juillet. La Cour n'a pas précisé la date d'un éventuel procès ni les raisons de cette libération. Les ONG de défense des droits humains considèrent cette ordonnance de mise en liberté comme un moyen de pression destiné à restreindre la liberté de parole des 6 militants. Elles demandent l'abandon pur et simple des poursuites à leur encontre. La République démocratique du Congo est en deuil. Le pays a perdu le 11 juillet son cardinal Laurent Mosengo. L'ancien président de la Conférence nationale souveraine et du Parlement de transition est décédé à Paris à l'âge de 81 ans. Sa dépouille doit être rapatriée le 19 juillet pour être inhumée le 21 juillet. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Laurent Mosengo, ancien cardinal de la République démocratique du Congo, a tiré sa révérence ce dimanche 11 juillet à Paris. Connu par ses prises de position musclées sur l'évolution du pays, le prélat catholique a eu des rapports tendus avec les différents régimes en RDC. S'il a gardé une position un peu conciliante envers le nouveau régime, ça n'a pas été le cas avec les 3 précédents régimes. Que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Je pense qu'il nous restera un modèle de courage, un modèle de bravoure, un vaillant combattant qui défend la cause du peuple, la cause du bien-être, la cause du social du Congolais. Ancien président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Mosengo a conduit les travaux de la Conférence nationale souveraine et occupera par la suite les fonctions du président du Parlement de transition sous Mobutu. Lors de ses homélies dans des messes catholiques, il a un volet religieux qu'il fait concorder avec les volets politiques. Chaque fois, à l'occasion des grands événements de l'Église catholique, il avait un message à livrer, non seulement aux fidèles catholiques, mais aussi à la classe politique. Remplacé à ses postes en 2018 par Monseigneur Fridolin Ambongo, Mosengo est resté une des personnalités influentes du pays. Né en 1939, il tire sa révérence à l'âge de 81 ans. Dans le reste de l'actualité, un sommet de chefs d'État s'est tenu ce jeudi 15 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'initiative du président ivoirien Alassane Ouattara. Cette rencontre avait pour objectif de discuter des moyens de soutenir la relance économique du continent.
Une relance nécessaire après la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Il est à noter que cette rencontre a été organisée à l'occasion de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement qui est alimentée tous les 3 ans par plusieurs États au profit de 74 pays. Rappelons que ce sommet fait suite à celui de Paris qui s'est tenu au mois de mai sur le financement des économies africaines. Vers un renforcement de l'offre sanitaire au Cameroun, l'État camerounais vient de percevoir un financement de 6,4 milliards de francs CFA à titre de prêt de la part du Fonds cohétien pour le développement économique arabe. Ces fonds seront notamment affectés au projet de l'hôpital régional annexe de Balmayo. Les explications de Joël Ballot. Afin d'améliorer l'offre sanitaire au Cameroun, affectée par l'expansion de la Covid-19, le Fonds cohétien pour le développement économique arabe a octroyé au gouvernement camerounais un prêt de 6,4 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre d'un accord de financement visant à renforcer l'offre en infrastructures sanitaires. Le renforcement des capacités structurelles des hôpitaux, l'augmentation et la mise en œuvre des plateaux techniques des hôpitaux sont presque un problème généralisé au Cameroun. Mais le problème ne se situe pas nécessairement à l'équipement. Le problème se situe à 2 niveaux, à l'accompagnement de l'équipement, c'est-à-dire à la formation des acteurs et opérateurs de ces équipements médicaux, et ensuite à la maintenance de ces équipements qu'il faut prendre en compte dans le cadre du financement cohétien. Cet accord de prêt concerne le financement partiel du projet de construction et d'équipement de l'hôpital régional annexe de Balmayo. La construction de cet hôpital moderne permettra non seulement de renforcer l'offre sanitaire, mais surtout de continuer à doter les villes secondaires du pays de structures sanitaires de meilleure qualité. Dans plusieurs hôpitaux du Cameroun, on trouve des équipements détruits, des équipements inopérants, mais c'est surtout parce que lors de l'achat des équipements ou lors du financement des équipements, on n'a pas beaucoup mis l'accent sur la formation technique des opérateurs et la maintenance technique de la qualité des équipements. Et c'est tout cet assemblage qui doit être pris en compte, mais on doit aussi regarder la capacité de maintenance locale de ces équipements. Rappelons que cet accord de prêt fait suite à la signature en juin 2021 d'un décret présidentiel autorisant le ministère camerounais de l'économie à contracter un prêt du même montant avec le Fonds cohétien pour le développement économique arabe. Kigali reconfiné, les autorités rwandaises ont annoncé le reconfinement de la capitale ainsi que celui de 8 autres districts dans le pays. Ces nouvelles mesures de restriction sanitaire débuteront ce samedi 17 juillet et seront maintenues jusqu'au 26 juillet. Les mouvements hors domicile resteront exceptionnels avec un couvre-feu de 18h à 4h du matin. Le but, freiner la recrudescence du nombre de cas de contamination à la Covid-19 enregistrés ces dernières semaines. Le pays des 1000 collines vivra donc son 2e confinement depuis le début de l'année 2021. Rappelons que le Rwanda était l'un des premiers pays à imposer un confinement sur le continent africain dès mars 2020, ce qui lui avait permis dans un premier temps de contenir la pandémie. Valoriser le cinéma congolais, c'est l'ambition portée par l'Association des cinéastes congolais. Ces derniers ont inauguré le 11 juillet la plateforme Mbongi à Brazzaville, une plateforme qui propose une sélection de films congolais. Le but, rendre les productions locales plus attrayantes et plus compétitives. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Les œuvres cinématographiques des cinéastes congolais rencontrent une faible consommation sur le plan local. Les auteurs réalisent des films et se limitent à les présenter lors des avant-premières et des festivals, sans pour autant les éditer sur des supports à des fins commerciales. Le manque de producteurs, de moyens financiers et de stratégies de distribution bloque encore l'industrialisation du 7e art en République du Congo.
La problématique de la consommation du cinéma local, c'est le manque de distribution, tant sur le point national qu'international. Parce que nous faisons des films, c'est pour que le consommateur qui est le public congolais d'abord puisse consommer nos films. Nous sommes en train de nous battre pour que le cinéma congolais devienne aussi concurrent, non seulement sur DVD, mais aussi sur les autres plateformes de distribution en fait. Les cinéastes congolais, dont le statut juridique n'est pas garanti par l'État, produisent leurs œuvres sur autofinancement. Pour trouver des solutions alternatives, un rassemblement des cinéastes dénommé Mbongi a signé un partenariat avec la télévision nationale afin de proposer courant août les films congolais. Dans un premier lieu, nous allons commencer avec le mois du cinéma congolais. Nous projetterons donc une vingtaine de films à partir du mois d'août, donc sur la chaîne nationale Télé Congo. Et simultanément, donc, nous irons dans les quartiers, les 11 arrondissements de la capitale, projeter donc les films et avoir un contact direct avec le public, des discussions, des échanges à la fin de chaque projection. La problématique de la consommation locale du cinéma congolais implique aussi la qualité des films. Ainsi, après le mois du cinéma en août 2021, la plateforme Mbongi projette de lancer une formation, d'acquérir le matériel de tournage de haute gamme et produire une dizaine de films d'août 2022 à août 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.